Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Benoît Payan, c'est un plaisir de vous accueillir au micro de Radio JM. Le maire de Marseille, bien sûr, pour faire un point sur notre ville. Nous sommes à la veille du Nouvel An juif et on va en parler évidemment dans quelques instants, mais c'est l'occasion pour nous de parler aussi de tout ce qui se passe sur cette ville. Nous sommes le 30 septembre. J'allais dire, c'est peut-être le temps du bilan après l'été, ça y est, qui est terminé. Même l'été indien se termine également. Les JO, le tourisme, un bilan forcément aussi économique et sécuritaire. Benoît Payan, quelle image de Marseille cet été 2024 va-t-il laisser? D'un été de fête, de joie partagée. C'est un été où on aura vécu des choses absolument extraordinaires. En commençant par le 8 mai, l'arrivée du Belém dans le Vieux-Port et l'arrivée de la flamme olympique dans une ferveur populaire, dans une ferveur sportive et de fraternité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à Marseille, où on a réussi à mettre des centaines de milliers de personnes sur le Vieux-Port, ensemble, qui célébraient les valeurs de l'olympisme et qui l'ont fait sans le moindre problème. Il n'y a pas eu un problème. Pourquoi ? Parce qu'on a été très attentif à la sécurité et parce que les gens étaient heureux de faire la fête ensemble, heureux de voir tous ces beaux symboles exister, et je crois qu'on a montré au monde entier ce qui pouvait se passer dans cette ville. Alors l'année dernière, on avait déjà reçu le pape, dans un moment là aussi de ferveur, on a déjà montré de quoi on était capable, mais on montre qu'on est une ville-monde où chacun, quelle que soit son histoire et son origine, peut et doit vivre ensemble. Et donc ça a commencé le 8 mai, et ça a continué tout l'été avec l'été marseillais, des concerts sur le Vieux-Port, des concerts qui se sont succédés, des concerts gratuits où on fait venir les gens, où les gens font la fête, mais pas que ça d'ailleurs. Il y a des activités sportives, il y a des activités culturelles. On le fait sur le Vieux-Port, mais on le fait aussi dans les parcs. On le fait dans des endroits absolument incroyables. Et puis Elsa, on a eu une rentrée scolaire. Et vous savez que pour moi, pour évidemment, nous, la rentrée scolaire, c'est un moment important. C'est une de vos priorités aussi. Je crois que c'est peut-être ma priorité. En tout cas, quand on est maire, c'est la priorité des priorités. D'autres choses sont extrêmement importantes, mais vous savez, et je crois qu'il faut le redire aux auditeurs de Radio JM, que dans les compétences du maire, il y a d'abord l'école. Il y a d'autres choses, mais c'est d'abord l'école. C'est d'abord l'école, et ça pour moi c'est une priorité. Donc le bilan de cet été, est positif, que ce soit sécuritaire, économique, et l'image de Marseille. On a montré au monde. Vous avez dû voir les derniers articles. Alors moi je suis content quand les Marseillais sont contents, mais il y a eu de très beaux articles dans les journaux américains qui ont dit que Marseille était une destination rêvée, dans les journaux anglais qui ont dit que Marseille était peut-être une des plus belles destinations au monde, et aujourd'hui on reçoit le monde entier avec un bilan où on est à plusieurs millions de touristes par an, et ça rejaillit sur l'économie, ça rejaillit sur la ville, ça crée de l'emploi, et c'est un cercle vertueux important. Et ça fait du bien aux Marseillais de voir tout ça et d'entendre tout ça. C'est ce qui vous a donné l'idée, monsieur le maire, de proposer Marseille pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027 ? Bon, on va voir si on y arrive. On est candidat. On l'a proposé déjà. C'est une proposition. On a un stade qui est probablement un des plus beaux stades. Alors là, les gens qui nous écoutent savent et connaissent le stade Vélodrome, mais c'est un des plus beaux stades européens. Je préférais évidemment qu'on se qualifie nous aussi pour que les Marseillais puissent voir jouer leur club. C'est encore notre sujet. Donc, mais ça, on verra. Là, vous savez que quand on en est au moment des candidatures, moi, je dis trop rien. Je préfère travailler, et je me féliciterai si on y arrive. Bien sûr. Évidemment. Alors, vous avez parlé bien sûr de la rentrée scolaire. Donc, pour vous, bien sûr, et pour votre adjoint, que nous avons eu, l'adjoint aux écoles, nous avons eu à ce micro il y a quelques semaines, ça s'est très bien passé. C'est vrai que l'opposition municipale n'a pas donné la même vision, mais il est certain que si vous donnez des chiffres, que ce soit au niveau des instituteurs, que ce soit au niveau de la qualité de la rentrée, des kits distribués, du matériel, ça s'est bien passé. Moi, je veux pas entrer dans les oppositions stériles. Et je trouve, moi j'ai été dans l'opposition à Jean-Claude Gaudin, et je l'ai toujours respecté en tant que tel, même si je n'étais pas d'accord avec lui. Et je pense que cette opposition, elle est ce qu'elle est, je la respecte pour ce qu'elle est. Je préférerais que sur la question des écoles, plutôt que de donner des leçons, elle donne des excuses. Vous savez que malheureusement pour nous, on a été classé honte de la République sous le mandat précédent, et que aujourd'hui, je préfère ne plus me tourner vers le passé, mais regarder l'avenir. Alors, on est une académie. L'académie, c'est l'endroit, ex-Marseille, c'est l'endroit qu'on désigne dans les termes de l'éducation nationale, qui n'a pas perdu un seul professeur. Et donc, on s'est battu pour conserver tous nos instituteurs, tous nos professeurs. On reconstruit des écoles, c'est-à-dire que là où il se passait pas grand-chose,
Vous avez vu d'ailleurs qu'on a inauguré 2 écoles, on y reviendra. Une On va y au nom revenir. de Denise Toros-Marter, une au nom de Simone de Beauvoir. Mais donc, on a vraiment, nous, mis le paquet sur la rentrée scolaire pour que les petites filles, les petits garçons, les petites Marseillaises, les petits Marseillais puissent avoir un kit scolaire, que ce soit dans les écoles publiques et dans les écoles privées. Il faut le rappeler. Parce que pour moi, la question de l'égalité, elle compte. Bien sûr, j'ai commencé avec les écoles publiques, mais je ne voulais pas que les petits des écoles privées n'aient pas droit au kit. Et on reconstruit des écoles, Vous savez, c'est un chantier titanesque. On part de loin. Il faut rappeler quand même que dans cette ville, les petites filles et les petits garçons, l'hiver, quelquefois, ils faisaient classe avec des moufles et des chapeaux. L'été, il faisait jusqu'à 40 degrés, on était obligé d'arrêter les cours. Bon, j'avais un peu honte de tout ça. Tout ça, c'est fini. C'est derrière nous, c'est beaucoup de travail. Alors, l'opposition caricature, écoutez, je préfère la laisser là où elle est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe pour les Marseillaises et les Marseillais. D'ailleurs, on a eu l'occasion, parce que vous avez décidé, le conseil municipal a voté l'attribution du nom de Denise Toros-Marter, qui est donc la dernière rescapée de la libération du camp d'Auschwitz. Il n'y en a plus. Elle est véritablement la dernière et elle est marseillaise, d'Auschwitz-Birkenau, bien sûr. Vous avez donc donné son nom à un groupe scolaire dans le 9e arrondissement. On a découvert une école magnifique. Ça, c'est une certitude. Quel est le message, Benoît Payan? Quelle est la trace que vous souhaitez donner par cette action? Alors, d'abord, Denise, c'est notre trésor municipal vivant. Denise, c'est un trésor vivant. Et elle est un trésor dans tous les sens du terme. Pour tous ceux qui ont eu la chance un jour de l'approcher, de lui parler ou de croiser son regard, ils mesurent ce qu'est un trésor vivant, ce qu'est une personnalité lumineuse, extraordinaire, qui a vécu le pire, qui a vécu la traversée de l'enfer en vivant ce qu'une petite fille, ce qu'un humain ne devrait pas vivre. Et quand j'ai décidé de soumettre au conseil municipal l'affectation du nom d'une école du nom de Denise, j'ai souhaité que Denise puisse venir, c'est rarissime, vous savez que ça ne se fait pas, des images très fortes. De faire venir Denise devant le conseil municipal. Elle est montée à la tribune et Denise a parlé et je crois qu'elle va marquer et qu'elle l'a marqué de son empreinte, de ses mots qui sont d'une justesse, d'une intelligence, d'une finesse. Denise, elle a 96 ans. Ouais. Denise, elle a un cerveau qui réfléchit plus vite que le mien. Donc, elle fait du bien. Elle rend intelligent, elle rend meilleur, Denise. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, ça nous a marqué. Et le fait que des générations entières d'enfants puissent un jour dire « j'ai été dans une école qui s'appelle Denise Toros-Marter », de témoigner de son passage, de témoigner aussi de ce qu'elle a pu vivre pour dire plus jamais de cette histoire-là. Parce que vous savez à quel point moi je considère que l'histoire est un devoir, ça n'est pas une nostalgie. Se rappeler de ce qu'elle a traversé et le fait qu'on puisse le faire quand elle est vivante, le fait de le faire de son vivant était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment je lui souhaite de vivre encore longtemps. Encore très, on en a besoin parce que je sais pas si vous étiez là. Oui. Bon, quand on voit des enfants, il y avait des enfants de toute confession, il y avait des enfants dont les parents croient en rien, et puis d'autres qui sont catholiques, d'autres qui sont juifs, d'autres qui sont musulmans. Tous les petits étaient autour d'elle, et un silence. C'était incroyable. Non, mais c'était les gens, il l'a touchée avec douceur. Il lui souriait. Moi, j'ai vécu d'abord dans le moment avec Denise, un des plus beaux moments de mon mandat au conseil municipal. Et dans cette école-là, de la même manière, quoi, de voir ce qu'elle est capable de nous apporter, Denise. Vous savez, quand elle parle, c'est une sage, Denise. Et il y en a tellement plus beaucoup des gens qui, dans le chaos du monde, dans le bruit et la fureur, où on peut avoir des jugements définitifs, où on peut essayer d'exclure l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, elle nous apporte des messages d'espoir et de paix. Mais elle sait de quoi elle parle. Parce qu'elle a traversé l'enfer. Elle sait ce qu'elle dit. Et moi, j'appelle tout le monde à être capable de s'asseoir 2 secondes et d'écouter ce message. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants écoutaient de sa bouche, de quelqu'un qui a vécu ça. C'est transmis directement aux enfants. Directement. C'est une idée que vous aviez depuis longtemps, que vous vouliez, que vous portiez depuis longtemps. Certains ont dit pourquoi maintenant ? D'abord parce qu'elle est vivante, évidemment, et qu'on voulait le faire de son vivant. Mais c'est aussi parce que dans le fameux chaos du monde que vous évoquez, ça a encore plus de force que ce soit aujourd'hui, cette année. C'était très important. Vous savez que moi, j'ai tenu, évidemment, à rendre hommage et à rendre honneur aux gens qui, dans cette ville, pour des raisons différentes, quelquefois, ont marqué l'histoire de cette ville, par des tragédies ou par des faits absolument exceptionnels. Et il me paraissait
juste et normal que l'histoire de Denise soit transmise aux générations qui viennent. Et dans ce moment qu'on est en train de vivre, et depuis le 7 octobre, où on voit le monde vaciller, où on voit que dans une ville comme Marseille, certains tentent d'importer le chaos de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, le fait de baptiser une école du nom de Denise, elle qui a vécu l'antisémitisme le plus acharné dans sa chair, elle qui a survécu, mais qui a vu sa grand-mère chérie et adorée, ses parents disparaître, une partie de sa famille exterminée, revenir et délivrer un message d'espoir. C'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement nécessaire de se dire que au bout du tunnel, il doit y avoir la paix, et que cette question-là, elle est essentielle. Et qu'on ne nous assigne pas à choisir un camp. On peut désigner, bien sûr, on peut désigner un adversaire, un ennemi, on peut dire, et on doit dire, le Hamas est une organisation terroriste sans nom, qui a perpétré le plus grand pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et bien évidemment qu'il faut mettre hors d'état de nuire le Hamas. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord du tout avec la politique de Netanyahou. Mais essentialiser les juifs ou essentialiser les musulmans, faire qu'on s'affronte les uns contre les autres, ça n'est pas acceptable. Et Denise, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est une femme de dialogue. C'est une femme de dialogue, mais surtout, elle est le dernier témoin. On l'a dit, c'est la dernière qui peut témoigner. C'est la dernière vivante qui peut encore dire des choses. Et il n'y a pas mieux placé qu'elle. On doit s'incliner devant son histoire. Absolument. Absolument. Et c'est vrai, vous évoquiez vous-même le terrible pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre. On s'approche d'une commémoration de cette terrible et tragique, celle de un an après le 7 octobre. Vous venez d'évoquer donc le Hamas. On a beaucoup parlé ce week-end de l'extermination du leader du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah. Il faut rappeler, parce que parfois les propos ne le sont pas toujours aussi justes, il faut rappeler que 60 000 Israéliens qui vivent au nord, c'est-à-dire à la frontière proche du Liban, ont été déplacés depuis le 7 octobre et ne peuvent pas rentrer chez eux depuis un an. À la veille de ce triste anniversaire, Benoît Payan, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs, ceux qui vous écoutent, qu'ils soient de la communauté juive ou pas, qu'ils souffrent d'antisémitisme ou pas, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message? D'abord, on doit dire qu'on souffre tous de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quelque chose, et j'ai eu l'occasion de le dire, avant la tragédie du 7 octobre, quelque chose qui vient du fin fond de l'histoire et qui est une métastase de l'humanité, au sens pur du terme. Ce qui s'est passé le 7 octobre, on a beau essayer de mettre des mots dessus, il n'y a que l'horreur qui nous vient en tête. Les massacres du 7 octobre sont sans nom, et rien, jamais, personne, jamais ne pourra justifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Jamais personne ne pourra atténuer par une quelconque circonstance, une quelconque justification ce qui s'est passé le 7 octobre. Quand des gens, des bouchers, entrent dans des maisons, chez des kibbutzim qui venaient en aide. Moi, je veux rappeler ça aussi. Les gens qui ont été assassinés, les premières victimes du Hamas, sont des gens de paix, sont des gens qui soignaient des Palestiniens, sont des gens qui aidaient les Palestiniens. On a pris des jeunes qui faisaient la fête, qui étaient des gens qui voulaient la paix. La plupart des gens qui ont été assassinés étaient des militants de la paix, étaient des militants pour qu'il puisse y avoir deux États. On oublie souvent ça. C'est d'abord eux qui ont été sauvagement assassinés, et je veux pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, et c'est sans nom, et c'est horrible. Et comment ne pas être durablement marqué par ça? Comment ne pas être durablement affligé par ça? À partir du 8 octobre, quand le Hezbollah a attaqué le nord du Liban, on a eu des gens qui n'avaient jamais été déplacés depuis 48. Et on oublie ça, c'est la première fois depuis 48 que dans le nord d'Israël, c'est un cataclysme pour Israël. sont déplacés. Alors, on vit un moment de notre humanité qui est très particulier. C'est notre génération, comme d'autres, on traversé des choses très difficiles. On vit un moment qui est très compliqué. Et moi, j'essaie d'avoir la parole et les paroles les plus justes possibles, sans jamais caricaturer ce qui est en train de se passer. On ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe à Gaza et aux victimes civiles de Gaza. Bien sûr qu'on peut dire, et qu'on doit dire d'ailleurs, que quand le Hamas se cache dans des maisons
ou dans des hôpitaux, ils mettent eux-mêmes en danger la vie de leurs enfants. Bien sûr qu'on doit condamner l'abjection avec laquelle le Hamas se comporte, et surtout, moi, je veux penser aux otages. J'ai eu l'occasion de voir les familles d'otages. Il y a plus d'une centaine d'otages dans les tunnels du Hamas, et on a vu les familles d'otages la semaine dernière à Marseille, des otages qui étaient des gens de paix, mais même s'ils ne l'étaient pas, personne jamais ne peut être otage. Et je crois que si la France a quelque chose à dire aujourd'hui, c'est de peser de tout son poids avec la communauté internationale, mais de tout son poids, y compris à prendre des initiatives personnelles. La France seule, sur la question de la libération des otages, pour que cette guerre s'arrête. Parce que, évidemment, rien ne justifie qu'on tue et qu'on continue d'assassiner des enfants, même si on s'en sert de bouclier humain. Alors là, on voit, évidemment, ce qui a pu se passer avec l'élimination d'Ismail Haniyeh à Téhéran et l'élimination d'Hassan Nasrallah dans le sud de Beyrouth. Qu'est-ce que ça va donner? Comment va réagir l'Iran? Toutes ces questions sont des questions de géopolitique. Vous savez, beaucoup de gens à Marseille parlent de ce qui se passe là-bas, mais ne comprennent rien, ne savent pas comment est composée la Knesset, comment est composé le Grand Sérail à Beyrouth, comment fonctionne la République islamique d'Iran, quels sont les rapports de force, quelles sont les intentions des uns des autres. Personne ne comprend Israël, ou peu de gens comprennent Israël. Il y a beaucoup de gens qui réclament. Israël a en jeu sa survie. Bien sûr, et Israël est traversé par des courants de pensée différents. Et quand je vois que quand on essaie finalement de convoquer, de pointer du doigt tous les Israéliens en disant tout le monde pense pas, mais les choses ne sont pas vraies du tout. Et donc la question est aujourd'hui, pour moi, évidemment, la mise hors d'état de nuire du Hamas. Ça, je crois que c'est un point essentiel. Le retour des otages. Le Hezbollah, c'est encore une autre histoire. Oui, mais là, on y est en plein. Là, on a éliminé Nasrallah, on verra évidemment. Vous savez, il faut imaginer et que ces gens-là préparent leur succession. Il ne faut pas imaginer qu'une fois qu'on a sorti Nasrallah ou Haniyeh, ça va s'arrêter. D'abord il y a Yahya qui est encore dans les tunnels, mais donc il faut bien mesurer que les petits qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans et qui aujourd'hui grandissent dans le sud de Beyrouth ou dans Gaza vont être durablement marqués par cette guerre. Comme les petits Israéliens. Exactement. Et donc il va falloir aujourd'hui, avec force d'un côté et de l'autre, pousser à la paix. Ah donc Israël s'est défendu de la plus violente, de la plus innommable attaque. Les 2 guerres qui ont précédé, c'est des guerres. Avec des armées, c'était pas... Là, c'est des terroristes sanglants, sans nom. Et évidemment, la seule chose qui m'importe à moi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une solution de paix. Et il faut absolument le faire. Et le rôle de la France, c'est d'apporter une solution de paix. C'est vraiment, je crois, aujourd'hui, de dire il faut peser sur le Liban pour mettre sous cloche le Hezbollah, parce que, évidemment, c'est le Hezbollah qui a déclenché la guerre le 8. Personne ne demandait rien au Hezbollah. Et les Houthis, c'est exactement la même chose. Donc il faut les mettre sous cloche et arriver à une solution de paix. Absolument, et c'est aussi pour la survie du Liban aussi, parce qu'au Liban les choses ne sont pas simples et ça pourrait aussi c'est la survie d'Israël. C'est la survie d'Israël avant tout, mais il y a aussi les problèmes. Et maintenant la survie du Liban aussi, qui souffre. Ah mais c'est de la présence on a vu d'ailleurs des mouvements de joie au Canada de Libanais qui espéraient qu'enfin leur pays puisse vivre en démocratie et en toute liberté. Je voudrais qu'on termine cette interview parce que le temps passe, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes à la veille. Mercredi soir, ce sera la nouvelle année juive, Rosh Hashanah. Il n'y a pas cette année de cérémonie particulière pour présenter les vœux. Alors je tenais à ce que vous puissiez, en tant que maire de Marseille, présenter vos vœux à l'ensemble de la communauté qui vous écoute, parce que ces vœux, de toute façon, sont pour nous tous. Pour vous tous, une bonne année, c'est pour chacun de nous. Oui, parce qu'on vient de passer une année difficile, une année terrible de souffrance, de peur. Toutes les familles juives de Marseille ont un lien avec Israël. Toutes les familles vivent dans la peur, dans la crainte de l'antisémitisme aussi. Moi, je dois dire les choses parce que elles existent et ça peut exister ici aussi. Et mon rôle, c'est de me battre contre celles et ceux qui auraient la tentation ici de s'en prendre à un juif. J'ai déjà dit, quand on s'en prend à un juif à Marseille,
On s'en prend à moi, mais on s'en prend aussi aux Marseillaises et aux Marseillais. Alors moi, je veux formuler des vœux d'espoir parce que je ne veux pas perdre ça de vue. Je ne veux pas perdre l'espoir. Et dans la tradition juive, bien sûr, qui est complexe, il est dit et il est écrit, dans les Saintes Écritures ou pas, qu'on soit croyant ou pas, que demain sera plus beau qu'hier. Toujours. Et il faut avoir ça en tête. C'est le témoignage de Denise, mais c'est toute l'histoire du peuple juif qui a dû, pendant des millénaires, traverser des tempêtes, des catastrophes, mais qui fait vivre la joie au plus profond de son cœur. Et c'est ça qu'on doit garder. Dans cette nouvelle année qui vient, et pour Rosh Hashanah, et pour toute l'année qui va arriver, je veux souhaiter à tous les croyants, à tous les juifs de Marseille, à tous les Marseillais, puisque finalement, moi, j'épouse et j'embrasse tous les calendriers, le meilleur et le plus beau, en se disant, en se rappelant de tout ce qui s'est passé avant, en le gardant dans nos cœurs et en espérant pour l'avenir, en se disant que vivre ensemble, vivre en paix, en respectant nos traditions, en étant sûr quand on est juif qu'on a sa place dans cette ville parce qu'il n'y a pas de Marseille, sans nos différences et sans les juifs, et je le crois profondément, et je me sens, moi, un morceau de tout ça, c'est un morceau de mon histoire, et je voudrais que tous les Marseillais ressentent ça. On doit se sentir juif, on a le droit de se sentir musulman, on a le droit, et c'est important pour nous de vivre ça. Donc je veux le plus beau, comme il a pu être écrit dans la Torah, comme le Talmud a pu l'expliciter, même si j'en suis qu'au début du commencement, et j'en suis très loin, mais la lumière, le bonheur, la petite flamme, celle qu'on allume, celle à laquelle on rêve, celle à laquelle on pense, la pensée pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont là, et pour ceux qui viendront. Merci beaucoup, monsieur le maire. Shana Tova. Shana Tova. Et comme vous disiez, la lumière or pour chacun de nous et pour vous, évidemment. Merci beaucoup. Merci.